Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Je suis un petit peu émotive aujourd'hui parce que c'est la dernière fois que je filme dans ce décor qui va changer une fois que j'aurai déménagé la semaine prochaine. Donc ouais, petite touche d'émotion aujourd'hui pour cette vidéo, on dit au revoir au décor, 1, 2, 3, regardez-le bien, bye! Donc dans la vidéo précédente, on avait parlé de Bianca Devins et de son meurtre absolument atroce. Vous avez été nombreux à réagir là-dessus, donc merci beaucoup. J'espère que l'histoire du jour vous plaira tout autant. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une femme meurtrière. On essaie d'intégrer un petit peu l'égalité homme-femme dans cette chaîne. La vidéo d'aujourd'hui m'a été recommandée par mon mari. Ça a fait déjà un petit moment qu'il voulait que je fasse cette vidéo, qu'il m'avait parlé de ce sujet. Donc je vais pas vous cacher que vous m'avez tous fait des suggestions absolument incroyables que j'ai hâte d'aborder en vidéo, mais la sienne passe avant les vôtres. Désolée! Aujourd'hui, on va s'envoler tout droit vers le Brésil pour parler d'un cas qui est extrêmement connu là-bas, si ce n'est l'un des plus connus, et qui s'est passé en 2002. On va arrêter le suspense dès maintenant et on rentre dans l'histoire. Comme toujours, notre sujet du jour va inclure des détails peut-être un petit peu graphiques et intenses pour certaines personnes, donc comme je dis toujours, si vous avez un petit cœur sensible, peut-être vous abstenir, mais à l'inverse, si vous avez l'estomac bien accroché, installez-vous confortablement car on va commencer. On va parler aujourd'hui de la famille von Richthofen. Manfred Albert Freiherr von Richthofen est un ingénieur allemand qui fera un jour la rencontre de la jeune et jolie Marisia Abdallah, qui est une jeune femme brésilienne avec des origines libanaises. Les deux tomberont follement amoureux et iront s'installer dans la ville de Sao Paulo, au Brésil, où Manfred va complètement changer de carrière pour devenir directeur du développement des autoroutes de la ville. Leur famille s'agrandira lorsqu'ils accueilleront leur premier enfant, la petite Suzanne, qui vit le jour le 3 novembre 1983, et 4 ans plus tard, ils auront leur petit dernier, Andreas. La famille fait partie de la haute classe de Sao Paulo. Ils sont extrêmement riches. Ils posséderaient plus de 5,5 millions de réals brésiliens, ce qui correspondrait à plus de 8 millions d'euros. Ils auraient aussi 2 comptes en banque cachés en Suisse qui contenaient plus de 10 millions d'euros. Ils avaient ouvert ce compte en 2001 lorsque Suzanne a atteint l'âge de 18 ans. Manfred est d'ailleurs un descendant d'un très célèbre pilote d'avion allemand qui a fait la Première Guerre mondiale et qui porte le même nom que lui, mais qui est plus connu sous le surnom du Baron Rouge. Les Richthofen sont décrits par leurs voisins comme étant une famille extrêmement calme et tranquille. Les parents Richthofen justement font passer l'éducation avant l'amusement auprès de leurs enfants et les enfants ont donc grâce à cela une éducation absolument parfaite. Suzanne comme Andreas sont donc 2 enfants très bien élevés qui travaillent d'ailleurs extrêmement bien à l'école et ils sont d'ailleurs parmi les premiers de leur classe. Ils passèrent leur enfance dans une école allemande et à l'âge de 18 ans, Suzanne parlait déjà 3 langues couramment et étudiait déjà pour devenir juge. En un mot commençant, la famille Richthofen était une famille modèle. Andreas, le petit frère, est un passionné d'aviation et collectionne les modèles miniatures. Il fait un jour la rencontre de Daniel Cravignos, justement dans un magasin de miniatures. Il faut savoir déjà que Daniel avait 10 ans de plus qu'Andreas à ce moment-là, donc c'est quand même une très grosse différence d'âge. En plus de ça, il venait d'un milieu extrêmement pauvre, sa famille n'avait pas du tout d'argent, il ne travaillait pas, il n'allait pas à l'école non plus et passait les 3 quarts de son temps chez lui enfermé seul à prendre de la drogue et à fumer. Malgré leurs différences, les 2 garçons s'entendaient vraiment très bien. Cette amitié intrigua très fortement Suzanne, qui à ce moment-là était en pleine crise d'adolescence et était en recherche d'aventure. Elle se dit donc que Daniel pourrait être l'aventure qu'elle recherchait. Rencontrer un garçon venant d'un milieu complètement différent du sien était très attractif pour elle. Elle porta donc toute son attention sur Daniel et les 2 adolescents se rapprochèrent extrêmement vite. En très peu de temps, ils formaient un couple et commençaient à se fréquenter. Daniel était le premier petit ami de Suzanne. Il faut savoir qu'ils avaient une différence d'âge quand même de 6 ans, ce qui est quand même pas rien. C'est quand même une grosse différence d'âge, surtout à l'adolescence. Et effectivement, elle aimait beaucoup ce sentiment de danger que Daniel pouvait représenter, et notamment le fait qu'il l'avait introduit aux drogues. Elle sortait donc en cachette pour aller rejoindre son petit ami, car vous l'imaginez bien, ses parents, s'ils avaient été au courant de cela, ils auraient été mais complètement contre cette relation et auraient tout fait pour qu'elle s'arrête.
Daniel de son côté était extrêmement heureux de voir qu'une jeune fille très riche telle que Suzanne pouvait lui porter de l'intérêt et il comptait bien en profiter. Les semaines passèrent et forcément les parents ne sont pas stupides, ils se rendirent bien compte à un moment donné de ce qui se passait sous leur nez. Ils étaient bien évidemment contre cette relation, mais ils se disaient en même temps que leur fille était adolescente, que c'était normal qu'elle ait envie de s'intéresser aux garçons, d'avoir un petit copain, et ils étaient quand même assez conciliants là-dessus. De plus, ils se rendirent compte que la relation entre Daniel et leur fille n'était clairement pas des meilleures. Ils passaient leur temps à se disputer et Suzanne se plaignait tout le temps du comportement de Daniel. Ils se dirent donc à ce moment-là que le mieux à faire était de tout simplement attendre patiemment sans s'en mêler et que la relation de toute façon prendrait fin d'elle-même. Les mois passèrent et le couple continuait à avoir cette relation extrêmement tumultueuse, mais durait malgré tout car ils étaient toujours ensemble au grand désespoir des parents de Suzanne. La situation commençait même à dégénérer fortement au niveau de Suzanne qui perdait complètement le contrôle. Elle commençait à prendre de l'ecstasy, à fumer du cannabis à longueur de journée et même à sniffer de la glu et de la peinture pour se rendre complètement high. Donc autant dire qu'elle devenait complètement hors de contrôle. En plus de ça, plus le temps passait, plus elle était accro à Daniel. Elle passait son temps à lui offrir des cadeaux hors de prix et parfois même de l'argent qu'elle volait à ses parents. Daniel de son côté était complètement obsédé par Suzanne et ne l'aurait quittée pour rien au monde. Il lui avait mis le grappin dessus, il ne voulait plus la lâcher. En même temps, un garçon de famille pauvre qui n'a rien dans la vie, qui se retrouve avec une jeune fille qui lui paie tout et qui peut lui ouvrir la porte à un monde totalement différent de celui qu'il a connu jusque-là, je veux dire ça coule de sens. À ce moment-là, Manfred et Marisia, les parents de Suzanne, décident de lui interdire cette relation. Il est hors de question qu'elle continue de fréquenter Daniel. À partir de ce moment-là, c'est fini, c'est basta. Bye, ciao Daniel. Je ne pense pas avoir besoin de vous donner plus de détails quant à la réaction de Suzanne face à cette annonce. Bien évidemment, pour elle, il était hors de question qu'elle quitte Daniel. Malgré tout, ses parents savent se montrer très persuasifs et ils réussirent à la convaincre de ne plus voir Daniel. Enfin, ça c'est ce qu'ils pensent. Après quelques semaines, Manfred et Marisia sont persuadés que leur fille a enfin tourné la page et qu'elle est enfin redevenue la petite fille très sage et bien éduquée qu'ils connaissaient. Ils se dirent donc qu'il serait bien pour eux peut-être de prendre un petit peu de vacances loin des enfants, juste eux deux. Ils partirent donc en voyage pendant un mois. Oui, un mois, parce que quand vous êtes riche, vous pouvez vous permettre de partir en vacances pendant un mois. Ils laissèrent donc leurs deux enfants à la maison qui étaient à ce moment-là assez grands pour se gérer eux-mêmes. Vous vous en doutez, le premier réflexe de Suzanne, une fois les parents dans le taxi pour l'aéroport, a été d'appeler Daniel immédiatement et de l'inviter à venir vivre avec elle et son frère durant l'absence de ses parents. Suzanne, Andreas et Daniel cohabitèrent donc durant 4 semaines. Et lors du retour des parents, Suzanne avoua absolument tout. Elle leur avoua avoir ramené Daniel chez eux et avoir cohabité avec lui durant 4 semaines et que tout s'était absolument bien passé. Elle demanda donc à son père s'il était possible pour lui de lui acheter un appartement où elle pourrait emménager avec Daniel, vu qu'ils avaient la preuve devant leurs yeux, ils étaient tous les deux adultes responsables et pouvaient vivre ensemble. La réponse fut non, non, non et encore non. Son père lui sortit à ce moment-là le discours que tout parent a un jour sorti à son enfant. Je suis sûre que vous-même l'avez entendu à de nombreuses reprises. Il lui dit donc « Tu feras ce que tu voudras quand tu gagneras ton propre argent ». Suzanne à ce moment-là bouillonnait de rage envers ses parents. Elle continua bien évidemment de voir Daniel en cachette derrière le dos de ses parents et commença beaucoup à s'inquiéter justement sur le fait que Daniel pourrait à un moment donné se lasser de cette situation car il était beaucoup plus âgé qu'elle, il aurait peut-être envie d'être avec une fille de son âge qui n'aurait pas ce genre de problème et n'aurait pas ses parents sur le dos, donc elle s'inquiétait vraiment de perdre Daniel. Lors de l'un de leurs rendez-vous, Daniel confia à sa petite copine que ça serait absolument génial s'ils pouvaient vivre dans cette grande maison que possèdent les Richthofen et que ce serait parfait s'il arrivait un accident à ses parents pour qu'ils puissent se débarrasser d'eux. Personne n'a jamais su si cette idée venait directement de Daniel ou s'il avait implanté l'idée dans la tête de sa petite copine pour la persuader de faire cela. Mais en tout cas, mon avis personnel est que Daniel a une importance extrême dans la vie de Suzanne et je pense qu'elle est vraiment prête à tout pour lui plaire. Donc d'après moi, ça se peut effectivement que ce soit lui qui ait eu cette influence sur elle. Ce n'est que mon avis. Les mois passèrent et en 2002, durant la nuit d'Halloween, la meilleure nuit de l'année, on est d'accord, mais pas dans ce cas précis. Suzanne se rendit dans un cybercafé avec son petit frère Andreas pour y jouer à des jeux et elle le laissa sur place pour retourner dans le domicile familial où ses parents dormaient déjà à ce moment-là.
Elle se rendit dans leur chambre sur la pointe des pieds pour s'assurer qu'ils étaient bien endormis, suite à quoi elle retourna au rez-de-chaussée pour couper l'alarme de sécurité ainsi que les vidéosurveillances. Elle va ensuite ouvrir la porte pour son merveilleux petit ami qu'est Daniel, qui est accompagné à ce moment-là de son frère Christian, âgé de 26 ans. Les deux garçons se faufilèrent à ce moment-là très discrètement dans la maison des Richthofen. Les deux garçons étaient armés de barres de fer. Ils montèrent les escaliers très doucement et se rendirent jusqu'à la chambre des parents où ils les battèrent durant de longues minutes avec ces barres de fer. Mais ils se rendirent compte que les parents continuaient de se débattre malgré les coups qu'ils prenaient et ne mouraient pas, tout simplement. Donc l'un des deux garçons alla chercher des serviettes de toilette et ils commencèrent à les étrangler à mort à l'aide des serviettes. Le père de famille perdit malheureusement la vie suite des étranglements, mais Marisia continuait, elle, de se défendre pour sa vie. Pris de panique, ne sachant pas quoi faire, l'un des deux garçons alla chercher un sac en plastique qu'il plaça sur sa tête et l'acheva en l'asphyxiant. Suzanne ne participa pas au meurtre, elle se contenta d'attendre dans le salon situé au rez-de-chaussée. Elle déclara plus tard avoir été complètement traumatisée par les cris et les hurlements de ses parents et avoir dû se boucher les oreilles pour ne pas les entendre. Pauvre petite, va, dérangée par les cris de tes parents en train de mourir alors que tu essaies de te reposer tranquillement dans le salon. Y a plus de respect. Lorsque les deux adolescents avaient terminé d'achever Manfred et Marisia, ils retournèrent auprès de Suzanne et les trois adolescents décidèrent de saccager complètement la maison pour faire croire à un cambriolage qui aurait mal tourné. Les deux frères en profitèrent d'ailleurs pour voler pour un total de 7 000 $ dans la maison avant de la quitter. Leur plan était ensuite de louer une chambre dans un hôtel de la ville pour avoir un alibi au cas où ils se feraient questionner. Une fois la chambre réservée, Christian alla acheter de la nourriture dans un fast-food et garda le reçu, même chose au cas où ça pourrait servir d'alibi. Il faut savoir qu'ils ne passèrent pas la nuit dans cette chambre. Ils l'avaient vraiment loué juste pour un alibi pour dire qu'il y avait une chambre d'hôtel quelque part à leur nom, mais ils n'y passèrent absolument pas la nuit. Christian récupéra son frère à l'hôtel une fois la commande de nourriture terminée et les deux garçons rentrèrent chez eux. Suzanne avait à ce moment-là déjà quitté l'hôtel. Elle se rendit directement au cybercafé où Andrea se trouvait toujours à ce moment-là. Elle récupéra donc son petit frère et les deux adolescents retournèrent chez eux. Ils y découvrirent bien évidemment la scène absolument atroce laissée par les trois adolescents précédemment. Andreas, le pauvre, a été complètement traumatisé de voir ses parents complètement massacrés sur le sol de leur chambre. Et le pire dans tout ça, c'est que Suzanne a joué le jeu. Elle a joué elle aussi l'adolescente complètement paniquée et terrifiée à la vue de ses parents dans cet état. Ils appelèrent la police et Suzanne déclara immédiatement que tout ceci ressemblait à un vol qui aurait mal tourné et que ses parents malheureusement auraient été là au mauvais endroit au mauvais moment. Mais les officiers qui étaient très professionnels se rendirent immédiatement compte que la scène autour d'eux était très étrange. L'état désordonné de la maison semblait avoir été mis en scène, tout cela ne semblait pas naturel du tout. De plus, ils remarquèrent immédiatement que l'alarme ainsi que les caméras de surveillance avaient été coupées et que cela ne pouvait être fait que depuis l'intérieur de la maison. Donc la personne qui avait fait ça devait être quelqu'un assez proche de la famille pour connaître les codes et se trouver à l'intérieur de la maison à ce moment-là. Le lendemain, alors que la police continuait de mener son enquête, Suzanne, qui fêtait ce jour-là ses 19 ans, décida d'organiser une pool party et d'inviter ses amis ainsi que son petit ami. La bande d'adolescents passa donc la journée à s'amuser, à boire. Les voisins disaient que la musique allait à fond et qu'ils avaient vu Suzanne et son petit ami profiter de la piscine en s'amusant. Ceci n'était que quelques heures après la découverte des corps de ses parents. Je tiens juste à le souligner pour dire à quel point cette décision a été complètement stupide de sa part. Autre chose, Christian, le frère de Daniel, s'est dit que d'acheter une nouvelle moto et la payer cash, avec bien évidemment l'argent qu'il avait volé au Richthofen quelques jours précédemment, serait une excellente idée. Je rappelle juste que la famille des deux frères était extrêmement pauvre. Il leur était complètement impossible de pouvoir se permettre d'acheter une moto neuve. Donc bien évidemment, cela fut très suspect. Christian se fit immédiatement repérer des services de police et arrêter. Très peu de temps après l'arrestation de Christian, Suzanne se vit questionnée par la police et elle craqua presque immédiatement en avouant tout et avoua avoir tué elle-même ses parents. Elle avoua tout, du début à la fin. Elle commença par sa relation avec Daniel, ses parents qui étaient en travers de leur relation et qui commençaient à poser problème. L'idée que les deux adolescents auraient eu de les tuer, tout simplement de les éliminer. L'idée de joindre Christian à leur plan pour avoir de l'aide, ainsi que les faux alibis qu'ils s'étaient créés cette nuit-là. Tout. Les policiers étaient au courant de tout.
Leur arrestation fit immédiatement les gros titres des médias. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que énormément de personnes avaient du mal à croire que Suzanne puisse être liée à ça. Et cela uniquement basé sur son physique. Il faut savoir que les deux garçons avaient une image de bad boy. Donc forcément, il était tout à fait possible pour eux d'avoir tué quelqu'un. Ils avaient les tatouages, ils avaient le style. Mais par contre, Suzanne était une petite fille bourgeoise, une petite blonde, très bien éduquée, qui avait d'excellentes notes à l'école, qui performait très bien dans la vie. Il était impossible pour elle d'avoir tué ses parents, bien sûr. C'était un coup monté, c'était uniquement Christian et Daniel qui avaient voulu faire plonger Suzanne avec eux. Ça, c'est ce que la communauté pensait. Car quelques semaines seulement après, elle accorda une interview pour une grande chaîne de télé brésilienne. Et alors qu'elle pensait que les caméras ne filmaient pas, son avocat commença à lui parler et à lui expliquer qu'il fallait qu'elle attire le plus possible la pitié sur elle, qu'elle fasse semblant de pleurer pour faire en sorte de convaincre toutes ces personnes assez naïves pour croire à son innocence. Bien évidemment, les équipes de la chaîne de télé diffusèrent les images et la vraie personnalité de Suzanne fut affichée au grand jour. Autant vous dire que toute la partie de la population qui pensait encore à l'innocence de Suzanne a directement changé de camp. Beaucoup de personnes se demandaient quand même ce qui avait pu conduire Suzanne à cet acte absolument atroce. Ils ne savaient pas si cela venait tout simplement de l'amour qu'elle éprouvait pour Daniel et qu'elle aurait été trop naïve et l'aurait tout simplement suivi, ou alors peut-être le fait justement qu'elle soit attirée par la fortune de ses parents, car il faut savoir qu'elle n'y avait pas encore droit, mais à la mort de ces derniers, c'était écrit dans le testament, c'était son frère et elle qui héritaient de la fortune familiale. Le procès des 3 adolescents eut lieu le 5 juin 2006 à Sao Paulo. Durant le procès, le trio commença à se rejeter la faute les uns aux autres. Suzanne accusa immédiatement les 2 garçons d'avoir été les cerveaux de l'opération et d'avoir été finalement les seuls à avoir commis les actes. A l'inverse, Daniel expliqua que Suzanne l'avait persuadé de se joindre à elle pour son plan machiavélique et qu'il n'avait fait que lui obéir. Voyant que les choses tournaient quand même assez mal pour elle, Suzanne commença à essayer d'inventer des alibis sur la raison du pourquoi elle avait commis cet acte. Elle commença par déclarer que ses parents étaient alcooliques et violents. Ceci fut démenti extrêmement rapidement. Elle déclara ensuite que son père était abusif et la violait. Ceci fut aussi démenti très rapidement. Il faut savoir que Suzanne était une menteuse hors pair. Elle avait toujours été connue pour cela et je vous partage d'ailleurs une photo ici de l'enterrement où on la voit complètement en larmes. Elle a l'air complètement dévastée par la perte de ses parents. Elle jouait donc très bien son rôle. Et il faut savoir que ce cliché a été pris très peu de temps avant qu'elle ne soit découverte comme étant la coupable du crime. Le 22 juillet de la même année, Suzanne et Daniel furent condamnés à 40 ans de prison et Christian de son côté à 38 ans d'emprisonnement pour aide et conspiration. Elle se trouve à ce jour toujours enfermée dans une prison pour femmes non loin de Sao Paulo. Et petit détail m'ayant été relaté par mon mari brésilien, les criminels au Brésil, s'ils se comportent bien, ont un droit de sortie à chaque fête et anniversaire. C'est-à-dire que quand c'est ton anniversaire, t'as le droit d'avoir la journée off, et même chose quand c'est Noël, Pâques ou même la fête des mères. Et ce que énormément de Brésiliens ont trouvé absolument révoltant est que justement Suzanne avait ce droit de sortie lors de la fête des mères. Suzanne qui a tué sa propre mère avait le droit de sortir librement cette journée-là pour profiter de sa journée. C'est juste dégueulasse. Nombreuses sont d'ailleurs les personnes qui ont tenté justement de faire en sorte qu'elle n'ait pas ce droit de sortie, mais la demande fut refusée malheureusement. Autre chose, l'argent de l'héritage des parents avait été séparé en 2. Une partie devait revenir à Andreas et l'autre, bien évidemment, à Suzanne. Et lors de sa sortie de prison, elle devait normalement toucher effectivement cette somme d'argent. Mais en 2011, Andreas entama des poursuites judiciaires contre sa sœur pour s'assurer qu'elle ne touche pas à 1 centime de l'héritage de ses parents. Et bien sûr, Andreas gagna le procès et récupéra la totalité de l'argent. Yay! 2 écrivains brésiliens écrivirent des livres sur l'histoire de la famille Richthofen et en 2010, un film fut produit qui retraçait justement le crime de Suzanne Richthofen. Je ne vais pas vous lire les titres des ouvrages ici car ils sont en portugais et extrêmement longs, je serai donc incapable de prononcer cela. Mais si jamais vous êtes intéressé, je vais vous mettre les liens en description. Voilà donc qui conclut notre histoire du jour sur Suzanne von Richthofen. J'espère que ce cas vous a plu et que vous n'en aviez pas encore entendu parler. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre un petit like et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite alarme pour être au courant de la publication de mes futures vidéos. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!